Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'événement qui a secoué le monde entier, le discours historique d'Ibrahim Traoré aux Nations Unies. Imaginez un instant, le 1er octobre 2025, le président burkinabé se lève et dénonce frontalement le fardeau des 700 milliards de dollars de dette africaine, accusant directement le FMI de perpétuer un système d'exploitation économique. Ce moment de vérité pure a transformé le débat international sur la dette et pourrait bien redéfinir l'avenir économique de tout un continent. Si vous voulez comprendre comment une simple prise de parole peut ébranler l'ordre financier mondial, restez avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'analyses percutantes sur les événements qui façonnent notre monde. Le 1er octobre 2025, dans l'enceinte solennelle des Nations Unies à New York, un basculement historique s'est produit lorsque le président burkinabé Ibrahim Traoré a brisé le protocole diplomatique pour pointer directement du doigt le FMI et la dette africaine. Ce qui devait être une simple session technique du comité économique s'est métamorphosé en un véritable tribunal moral. Pour la première fois, l'Afrique ne demandait plus d'aide mais exigeait des comptes. D'une voix calme mais déterminée, Traoré a prononcé des mots qui ont électrisé l'Assemblée. L'Afrique n'a jamais été endettée. Nous ne sommes pas vos débiteurs. Cette déclaration fracassante a pulvérisé des décennies de rhétorique économique internationale et provoqué un silence stupéfait dans la salle, comparable à une coupure d'électricité soudaine. Même les traducteurs, pris de court, ont hésité avant de reprendre leur travail. Au cœur de cette intervention historique se trouvait la révélation brutale du fardeau des 700 milliards de dollars de dette extérieure africaine, une somme colossale accumulée dans un système financier international que le continent n'avait jamais contribué à concevoir. Mais la puissance du discours de Traoré résidait dans son inversion radicale du cadre d'analyse habituel. Nous ne devons rien. C'est vous qui nous devez la vérité. Par ces mots, il transformait une discussion technique sur les taux d'intérêt et les échéanciers de remboursement en une question fondamentale de dignité et de justice historique. Cette approche a immédiatement résonné auprès des délégations africaines présentes, pour qui ces chiffres abstraits représentaient des écoles fermées, des hôpitaux sans médicaments et des terres vendues à vil prix au nom de la sacro-sainte discipline budgétaire. Le président burkinabé a procédé à une dissection méthodique de ce qu'il a appelé les 7 crimes économiques contre l'Afrique, citant en exemple le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger, nations prises au piège dans une spirale infernale de prêts assortis de conditions impossibles à respecter. La force de son argumentation ne reposait pas sur l'émotion ou la colère, mais sur une présentation implacable de faits économiques concrets démontrant que la dette n'était pas un accident malheureux mais un outil délibéré de domination. Ce passage du discours a marqué le début d'une reconquête qui ne se voulait pas militaire mais profondément morale et intellectuelle, redéfinissant les termes mêmes du débat économique international. Dans la salle, les réactions étaient éloquentes et révélatrices des tectoniques géopolitiques en mouvement. À la table du FMI, une déléguée ghanéenne serrait ses notes, le souffle court, tandis qu'un journaliste sénégalais murmurait à son voisin « C'est l'histoire qui parle ». Ibrahim Traoré n'était plus simplement un chef d'État parmi d'autres, mais devenait le miroir d'une conscience collective africaine trop longtemps étouffée. Chaque mot qu'il prononçait semblait délier un siècle d'humiliation économique systématique, résonnant bien au-delà des murs feutrés de l'ONU jusque dans les rues et les marchés du continent. À ses côtés, un conseiller économique burkinabé, ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, observait la scène avec une gravité particulière, conscient de la portée historique du moment. Cet homme connaissait de l'intérieur les mécanismes qu'ils dénonçaient ensemble, ayant vu des pays entiers se plier devant la promesse de prêts salvateurs pour sombrer quelques années plus tard dans une récession encore plus profonde. Pour lui comme pour beaucoup d'autres experts africains, cette journée marquait potentiellement la fin d'un cycle de dépendance économique institutionnalisée qui durait depuis les indépendances formelles des années 1960. Dans les heures qui suivirent le discours, un véritable effet domino s'enclencha à travers le monde. Des chaînes d'information internationales interrompirent leurs programmes habituels pour diffuser les images de cette intervention, tandis que des analystes financiers parlaient d'un moment charnière dans les relations économiques nord-sud. Les marchés financiers, habituellement imperméables au discours politique, montraient des signes de nervosité inhabituels, comme si les mots prononcés à New York pouvaient effectivement remettre en question l'architecture financière mondiale établie depuis Bretton Woods. Sur le continent africain, l'impact fut encore plus immédiat et viscéral. De Dakar à Bamako en passant par Ouagadougou, des étudiants partagèrent massivement la vidéo du discours, l'accompagnant souvent d'un mot simple mais puissant – dignité. En moins de 6 heures, les extraits les plus percutants étaient devenus viraux sur tous les réseaux sociaux, traduisant un besoin profond de voir enfin les réalités économiques africaines nommées sans phare ni euphémisme technique. Car au-delà des applaudissements et de l'enthousiasme immédiat, un fil invisible se tendait entre des millions d'Africains, celui d'une redéfinition fondamentale du possible. Ce jour-là, à travers les écrans de télévision et les smartphones, des populations entières comprirent qu'une parole souveraine pouvait peser plus lourd qu'1 milliard de dollars de prêts conditionnels. Et derrière ce tumulte médiatique planait une question fondamentale, vibrante et dérangeante.
Si un seul homme avait pu faire vaciller l'édifice des institutions financières internationales par la seule force de sa parole, que se passerait-il lorsque tout un continent déciderait de parler d'une seule voix? Cette interrogation, suspendue dans l'air comme un verdict non encore rendu, contenait en germe toutes les transformations potentielles des relations économiques internationales que ce discours historique venait d'initier. Le discours d'Ibrahim Traoré ne se contentait pas de dénoncer un système inique, il proposait une vision alternative radicalement différente où l'Afrique ne serait plus réduite à négocier sa survie financière mais construirait sa propre architecture économique indépendante. Ce système ne peut pas être réformé, il doit être remplacé, avait-il déclaré d'une voix ferme, faisant basculer son intervention d'une simple critique à une proposition révolutionnaire. Cette phrase courte, tranchante comme un éclat de verre, marquait un tournant décisif. Le passage d'une posture défensive à une vision offensive, d'une plainte légitime à un projet politique concret pour tout un continent en quête de sa seconde indépendance, celle qui serait enfin économique et pas seulement politique. La puissance du discours d'Ibrahim Traoré résidait dans sa capacité à transformer des chiffres abstraits en réalités humaines palpables, à faire parler les statistiques économiques pour raconter une histoire de dépendance organisée et de souveraineté confisquée. Le président burkinabé monta à la tribune ce jour-là sans lire ses fiches préparées, choisissant de parler directement au monde avec une authenticité qui électrisa immédiatement l'Assemblée. Dès ses premières phrases, l'Afrique n'a jamais emprunté la dignité. Nous ne devons rien. Il était évident pour tous les présents que ce discours ne serait pas une intervention diplomatique ordinaire, mais un acte politique fondateur, presque théâtral dans sa mise en scène de la vérité économique africaine. Le cœur de son intervention fut l'énumération méthodique des 7 crimes économiques perpétrés par le FMI contre l'Afrique, chaque accusation s'appuyant sur des faits précis, des dates vérifiables et des conséquences mesurables sur les populations. Il dénonça tour à tour la privatisation forcée des services publics essentiels, l'austérité meurtrière imposée au système de santé et d'éducation, la manipulation monétaire conduisant à l'effondrement des devises locales, le financement indirect de régimes corrompus, l'extraction de richesses déguisées en aide au développement, la destruction systématique des industries locales naissantes, et enfin la perte progressive de toute souveraineté stratégique dans les choix de développement nationaux. Ce réquisitoire implacable n'avait rien d'une diatribe émotionnelle, il s'agissait d'une démonstration rigoureuse, appuyée sur des exemples concrets et des chiffres précis. Traoré illustra ses propos par des cas d'études saisissants, rappelant notamment que le Ghana payait chaque année 3,5 milliards de dollars d'intérêts sur sa dette, soit une somme supérieure à l'ensemble de son budget d'éducation nationale. Ce n'est pas un déséquilibre, affirma-t-il, c'est une punition collective. Il évoqua également l'impact social dévastateur des programmes d'austérité, citant une étude récente de l'OMS démontrant une hausse moyenne de 18% de la mortalité infantile dans les pays africains ayant appliqué les coupes budgétaires exigées par le FMI. Sa formule quand un enfant meurt faute de médicaments, ce n'est pas la rigueur budgétaire, c'est un assassinat comptable fit frémir l'Assemblée par sa brutale vérité. Le président burkinabé aborda ensuite le sujet sensible de la perte de valeur monétaire, prenant l'exemple du Nigeria où, après la libéralisation du Naira en 1986 sous pression du FMI, la monnaie nationale avait perdu 70% de sa valeur en seulement une année, provoquant une inflation galopante qui avait littéralement fait disparaître la classe moyenne du pays. Aujourd'hui encore, souligna-t-il, 63% des Nigérians vivent avec moins de 15 dollars par jour, conséquence directe de ces politiques monétaires imposées de l'extérieur. On brise notre monnaie pour briser notre peuple, déclara-t-il dans un silence assourdissant, transformant des courbes économiques abstraites en tragédies humaines concrètes. La comparaison historique qu'il établit ensuite frappa les esprits par sa justesse imparable. Les pays du G7, rappela-t-il, avaient tous bénéficié après 1945 de vastes remises de dettes, du plan Marshall et de restructurations financières généreuses qui leur avaient permis de se reconstruire. Pourquoi, 2 générations plus tard, l'Afrique n'aurait-elle pas droit au même traitement, à la même possibilité de renaissance économique? On nous parle de responsabilité, lança-t-il, mais qui paie pour les siècles de spoliation coloniale et postcoloniale? Cette question, posée au cœur même du temple de la gouvernance mondiale, transformait les chiffres économiques en miroirs moraux où chaque nation devait confronter sa propre histoire et ses contradictions. Pour la première fois dans une enceinte internationale de cette importance, les équations économiques abstraites prenaient visage humain. Celui des mères épuisées, des enfants privés d'école, des jeunes condamnés à l'exil économique, tous victimes collatérales d'un système financier présenté comme technique et neutre mais fondamentalement politique dans ses effets. Ce que Traoré accomplissait ce jour-là dépassait la simple critique. Il proposait une nouvelle grammaire pour parler d'économie internationale, où les critères de succès ne seraient plus mesurés en points de croissance abstraits mais en vies humaines dignement vécues. Cette révolution sémantique constituait peut-être sa contribution la plus durable au débat économique mondial. Face à ce réquisitoire, le FMI ne répondit pas immédiatement, mais sur les marchés financiers, la réaction fut quasi instantanée.
La simple rumeur d'un possible bloc africain uni face aux créanciers internationaux fit vaciller les cours des obligations souveraines de la région. Le système, jusque-là présenté comme immuable et naturel, venait d'encaisser un choc moral d'autant plus déstabilisant qu'il était mesurable en termes financiers concrets. Les analystes de Wall Street et de la City londonienne commencèrent à évoquer, d'abord à mots couverts puis plus ouvertement, le risque d'un effet Traoré sur l'ensemble de la dette des pays émergents. Dans les jours qui suivirent, deux visions du monde s'affrontèrent dans les médias et les forums économiques internationaux. D'un côté, les institutions financières internationales défendirent leur rôle avec leur calme et leur méthodologie habituelle. Sans le FMI, argumentait-elle, de nombreux États africains auraient sombré dans le chaos budgétaire complet. Nos prêts assurent la stabilité macroéconomique et attirent les investissements privés nécessaires au développement. Cet argument, répété comme un mantra depuis 40 ans, reposait sur une idée simple. La discipline économique doit nécessairement précéder le développement social, comme une maison doit être bien tenue avant d'accueillir des invités. De l'autre côté, les partisans de la souveraineté économique, galvanisés par les mots d'Ibrahim Traoré, proposaient une logique alternative tout aussi cohérente. Ils ne niaient pas la nécessité d'une gestion rigoureuse des finances publiques, mais rappelaient que les règles du FMI avaient systématiquement été écrites sans véritable consultation des pays concernés. Quand les ajustements structurels exigent de fermer des écoles pour équilibrer un tableau Excel, quelle stabilité protège-t-on réellement ? Demandait-il. Les chiffres, encore une fois, parlaient d'eux-mêmes. Dans 27 pays africains, les réformes d'austérité avaient entraîné une hausse moyenne de 15% du chômage des jeunes en moins de 3 ans, créant les conditions de crise sociale et politique bien plus déstabilisantes que les déséquilibres budgétaires qu'elles prétendaient résoudre. Entre ces deux positions antagonistes, quelques économistes tentèrent une synthèse nuancée, reconnaissant que le FMI n'était pas un monstre délibérément malveillant, mais un système dont les mécanismes étaient devenus obsolètes face aux réalités du XXIe siècle. Et dans cette obsolescence institutionnelle, l'Afrique payait le prix d'une inertie globale, d'une incapacité collective à réimaginer les structures financières internationales héritées du monde post-1945. C'est précisément ce qu'Ibrahim Traoré avait formulé avec une élégance sèche lors de son discours. Ce n'est pas la charité que nous refusons, c'est la tutelle. L'onde de choc provoquée par le discours d'Ibrahim Traoré révéla rapidement sa nature particulière. Ce n'était pas seulement une protestation mais l'esquisse d'un projet politique continental. Au milieu de son allocution, le président burkinabé avait laissé tomber ses notes préparées pour déclarer avec une simplicité désarmante « Ce système ne peut pas être réformé, il doit être remplacé ». Cette phrase courte comme un coup de ciseau marqua le véritable tournant de son intervention. Jusqu'alors, il dénonçait un ordre économique injuste. À partir de cet instant, il proposait concrètement une alternative africaine, un mécanisme financier autonome libéré de la tutelle des créanciers internationaux. L'idée passait ainsi du statut de rêve militant à celui d'hypothèse politique sérieuse, provoquant dans les couloirs feutrés de l'ONU des murmures inquiets sur le franchissement d'une ligne invisible, celle qui sépare la plainte légitime du projet révolutionnaire. Derrière cette déclaration se profilait une stratégie ambitieuse mais concrète, la création d'un fonds souverain panafricain alimenté par les immenses ressources naturelles du continent, or, pétrole, terres rares, minerais stratégiques, et capable de financer le développement des États membres sans les conditionnalités imposées par les institutions de Washington. Les journalistes présents notèrent la formule clé qui résumait cette vision. Nous ne voulons pas sortir du monde, nous voulons y entrer à notre manière. Cette nuance essentielle distinguait le projet de Traoré d'un simple repli isolationniste. Il s'agissait bien de participer pleinement au système économique mondial, mais selon des termes renégociés où l'Afrique serait enfin sujet et non plus simple objet des décisions économiques internationales. À cet instant précis, la rhétorique se transformait en architecture institutionnelle potentielle, et l'Afrique, pour la première fois depuis longtemps, semblait se parler à elle-même pour définir son propre avenir. Les heures qui suivirent le discours d'Ibrahim Traoré révélèrent rapidement l'ampleur du séisme géopolitique et économique qu'il venait de déclencher. Ce n'était plus un simple événement diplomatique mais un mouvement tectonique profond dont les répliques atteignaient simultanément toutes les sphères du pouvoir mondial. À Addis-Abeba, siège de l'Union africaine, plusieurs ministres des Finances et des Affaires étrangères se réunirent dans l'urgence dès la nuit suivante. Le Mali, le Niger, la Guinée et le Sénégal prirent une décision sans précédent, suspendre temporairement leurs discussions en cours avec le FMI. Leur communiqué, bref mais décisif, évoquait la nécessité de repenser collectivement la notion même de dette légitime dans un contexte post-colonial. Cette coordination spontanée entre des pays aux orientations politiques différentes démontrait la force unificatrice des idées lancées par le président burkinabé. Dans les capitales européennes, la panique fut réelle bien que feutrée. À Paris comme à Bruxelles, des notes internes alertaient sur le risque d'un effet domino si d'autres nations africaines décidaient d'emboîter le pas au Burkina Faso.
Washington convoqua de son côté une réunion d'urgence pour évaluer l'impact potentiel de cette nouvelle doctrine sur ses intérêts stratégiques dans le Sahel, région devenue cruciale dans la compétition géopolitique avec la Chine et la Russie. Le système international vacillait non par la force militaire ou la menace économique directe, mais par la seule puissance d'une parole souveraine qui osait nommer les mécanismes habituellement dissimulés sous des euphémismes techniques. Les marchés financiers réagirent avec une nervosité inhabituelle, les obligations souveraines de plusieurs États africains perdirent entre 5 et 10% de leur valeur en une seule journée de trading, tandis que les cabinets de conseil internationaux s'inquiétaient ouvertement que la doctrine Traoré ne freine les programmes de privatisation en cours et n'érode la confiance des investisseurs étrangers. Pourtant, dans le même temps, certaines entreprises africaines et des consortiums économiques régionaux voyaient dans cette situation une opportunité historique unique, celle de reprendre enfin le contrôle des infrastructures stratégiques et des ressources naturelles de leur pays. Des groupes miniers au Burkina Faso, au Mali et en Côte d'Ivoire annoncèrent leur intention de renégocier leurs contrats d'exploitation et d'exportation pour augmenter significativement la part de valeur ajoutée restant sur le continent. Les anciennes lignes de dépendance économique, tracées depuis les indépendances, commençaient visiblement à se fissurer sous l'effet de cette nouvelle conscience collective. Dans les rues de Ouagadougou, Bamako, Niamey et Accra, la ferveur populaire prit rapidement des allures de renaissance nationale. Des foules spontanées se rassemblèrent sur les places publiques, brandissant des pancartes aux slogans inspirés directement du discours « Nous ne devons rien et la dignité n'est pas négociable ». L'impact culturel et éducatif de ce moment fut tout aussi profond que ses conséquences économiques immédiates. Des professeurs d'université diffusèrent le discours dans leurs amphithéâtres, l'analysant comme un texte fondateur d'une nouvelle ère. Des pasteurs et des imams le citèrent dans leurs sermons, y trouvant un écho au principe de justice sociale présent dans leur tradition religieuse. Un sentiment longtemps étouffé refaisait enfin surface dans toutes les couches de la société, celui d'une dignité collective retrouvée après des décennies de relations économiques asymétriques. Une enseignante de Dakar résuma parfaitement ce sentiment en déclarant à un journaliste « Pour la première fois, nos enfants voient un Africain parler au monde sans baisser les yeux ». Cette dimension psychologique et symbolique, impossible à quantifier dans les indicateurs économiques traditionnels, constituait peut-être l'impact le plus profond et le plus durable du discours de Traoré. Dans le reste du Sud global, l'écho de cette intervention se propagea comme une onde sismique. À Caracas, Delhi, La Paz et Jakarta, les médias titrèrent avec des formules similaires « L'Afrique se lève enfin » ou « La fin du consensus de Washington ». Des mouvements étudiants en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient s'approprièrent immédiatement les arguments de la doctrine Traoré pour réclamer leurs propres réformes financières nationales. La fracture Nord-Sud, que beaucoup croyaient figée dans des catégories géopolitiques obsolètes depuis la fin de la guerre froide, reprenait soudainement vie sous une forme inattendue, non plus idéologique mais profondément morale. Ce que le monde avait d'abord perçu comme une simple allocution diplomatique devenait en quelques jours une véritable matrice d'action politique à l'échelle mondiale, démontrant la puissance des idées lorsqu'elles nomment avec précision des réalités vécues par des milliards d'êtres humains. À mesure que la poussière médiatique retombait, 3 scénarios d'évolution possibles se dessinaient, chacun porteur d'un avenir radicalement différent pour l'Afrique et ses partenaires économiques. Dans le premier, les institutions internationales, conscientes du risque réel d'un divorce structurel avec le continent africain, amorceraient rapidement une série de réformes cosmétiques, clauses de souplesse dans les programmes d'ajustement, initiatives pour une dette équitable, campagnes médiatiques vantant une coopération renouvelée. Derrière les projecteurs médiatiques, les analyses économiques et les réactions diplomatiques, la véritable portée du discours d'Ibrahim Traoré se mesurait dans son impact sur les consciences ordinaires à travers tout le continent africain. Des millions d'hommes et de femmes qui, sans nécessairement comprendre les mécanismes techniques de la dette souveraine, portaient depuis des décennies le poids invisible des équations financières internationales sur leur vie quotidienne. Lorsque le président burkinabé prononça ces mots historiques à la tribune de l'ONU, ce ne furent pas seulement les gouvernements et les marchés qu'il toucha, mais des consciences individuelles et collectives en quête d'une expression claire de leur réalité vécue. À Ouagadougou, une mère de famille expliqua à ses enfants étonnés pourquoi elle pleurait devant la télévision retransmettant le discours, parce qu'un homme a enfin dit ce que nous vivons tous les jours. Cette phrase simple résumait peut-être mieux que toute analyse savante la puissance libératrice de la vérité nommée. Dans une université de Bamako, un professeur d'économie bouleversé décida spontanément de réécrire entièrement son cours du lendemain, ajoutant un chapitre nouveau intitulé Souveraineté et dignité, repenser l'économie africaine après Traoré. Dans les villages les plus reculés du Sahel, les radios communautaires diffusèrent des extraits traduits du discours en langue locale, moré, bambara, wolof, haoussa, swahili, permettant aux populations rurales souvent marginalisées dans les discussions économiques d'accéder directement à ce moment historique. La parole libératrice traversait ainsi les frontières linguistiques et sociales plus rapidement que n'avaient jamais circulé les devises et les investissements étrangers. 3 groupes sociaux en particulier furent profondément transformés par ce discours. Les jeunes, d'abord,
qui virent en Ibrahim Traoré une incarnation authentique de courage et de cohérence intellectuelle, un modèle qui ne leur promettait pas l'illusion de l'exil économique mais la responsabilité collective de construire leur propre nation. Les intellectuels et artistes africains, ensuite, qui s'emparèrent immédiatement de son message comme d'un matériau brut pour leur création, y trouvant une énergie nouvelle et une légitimité pour leur propre questionnement sur l'identité économique du continent. Des chansons, des fresques murales, des pièces de théâtre et des romans en gestation furent soudain imprégnés de cette nouvelle grammaire de la dignité que le discours avait introduite dans le débat public. Un rappeur sénégalais composa en moins de 48 heures un morceau intitulé 700 milliards de raisons qui devint instantanément viral sur les plateformes numériques africaines, traduisant les concepts économiques complexes en poésie urbaine accessible à tous. Des murales gigantesques représentant le visage d'Ibrahim Traoré apparurent sur des immeubles à Dakar, Abidjan et Nairobi, souvent accompagnés de la phrase devenue iconique « L'Afrique n'a jamais emprunté la dignité ». Enfin, les dirigeants africains eux-mêmes furent contraints de se positionner face à ce miroir tendu au monde, celui d'un continent qui exigeait désormais de parler d'égal à égal sur la scène internationale. Certains, particulièrement liés aux anciennes puissances coloniales, tentèrent d'abord de minimiser la portée du discours, le qualifiant de populiste ou d'irréaliste. Mais devant l'enthousiasme populaire massif et la résonance intellectuelle profonde des idées avancées, beaucoup durent progressivement ajuster leur position, adoptant au moins dans leur rhétorique publique certains éléments de la doctrine Traoré. Ce moment historique n'appartenait plus seulement à la diplomatie ou à l'économie théorique, il s'inscrivait désormais dans la mémoire collective africaine comme un tournant fondamental, comparable dans sa portée symbolique au discours de Patrice Lumumba ou de Thomas Sankara, ces voix africaines qui, à différentes époques, avaient osé défier l'ordre établi au nom d'une dignité non négociable. À mesure que les implications du discours se diffusaient à travers le continent et au-delà, une question fondamentale dominait toutes les discussions, des villages les plus reculés au centre de pouvoir. Comment transformer cette clameur nouvelle en politique concrète et durable? C'est dans ce contexte qu'émergea l'idée d'une feuille de route continentale articulée autour de 5 étapes clairement définies. La première exigeait que chaque État membre de l'Union africaine établisse un inventaire complet et transparent des contrats signés avec les institutions financières internationales, identifiant méthodiquement ce qui relevait de la dette légitime et ce qui n'était en réalité qu'une ponction injustifiée de souveraineté. Cet exercice d'audit citoyen de la dette, déjà expérimenté à plus petite échelle en Équateur et en Argentine, devait permettre de quantifier précisément le montant des créances contestables sur des bases juridiques et historiques solides. La deuxième étape concernait la création effective du Fonds de souveraineté africain dont Ibrahim Traoré avait fait le pilier central de sa vision alternative. Ce mécanisme collectif, où chaque nation contribuerait à hauteur de 0,5% de son PIB annuel, garantirait l'autonomie de financement des projets prioritaires pour le développement du continent. Ce fonds, baptisé Motuxom, du mot bambara signifiant se tenir ensemble, deviendrait la première pierre d'une architecture financière véritablement indépendante, capable à terme de proposer des financements sans les conditionnalités habituellement imposées par la Banque mondiale ou le FMI. L'idée, révolutionnaire dans sa simplicité, reposait sur la mutualisation des ressources d'un continent qui, collectivement, disposait amplement des moyens de son propre développement mais souffrait de leur dispersion et de leur captation par des mécanismes externes. La troisième phase du plan concernait la valorisation des ressources naturelles stratégiques, longtemps exploitées à perte pour les économies africaines. L'or, le pétrole, l'uranium, le cobalt, les terres rares et autres minerais essentiels aux technologies modernes seraient systématiquement réévalués et leurs contrats d'exploitation renégociés selon des barèmes définis par les Africains eux-mêmes et non plus imposés de l'extérieur. Nous devons cesser d'exporter notre or brut et d'importer notre misère, avait lancé Ibrahim Traoré lors d'une interview quelques jours après son discours historique, résumant en une formule frappante le paradoxe d'un continent immensément riche en ressources mais dont les populations restaient parmi les plus pauvres au monde. Cette phase impliquait également le développement de capacités de transformation locale des matières premières, créant sur place la valeur ajoutée habituellement captée par les économies du Nord. Le quatrième volet abordait la question cruciale des systèmes monétaires. Les marchés africains, trop souvent cloisonnés par des barrières héritées de la période coloniale, devaient progressivement s'unifier en zones économiques cohérentes. Les devises locales, chroniquement instables et vulnérables aux attaques spéculatives, pourraient être partiellement adossées à un panier commun de ressources et de monnaies, préparant le terrain pour l'émergence potentielle d'une monnaie africaine partielle d'ici une décennie. Ce projet, bien que techniquement complexe, s'inspirait de la création réussie de l'euro tout en tirant les leçons de ses difficultés structurelles. Il impliquait une coordination économique sans précédent entre des pays aux situations diverses, mais répondait à une aspiration profonde à l'émancipation monétaire, particulièrement dans les zones encore soumises au contrôle extérieur de leur politique monétaire comme les pays de la zone franc CFA. Enfin, le cinquième et dernier axe de cette feuille de route concernait la dimension culturelle et éducative de cette renaissance économique. Ibrahim Traoré,
conscient que les révolutions économiques ne survivent que si elles s'ancrent dans les mentalités, préconisait l'introduction dans toutes les écoles et universités du continent d'un enseignement spécifique centré sur la souveraineté financière et la mémoire historique de la dette. Aucune révolution n'est stable si elle n'est pas enseignée, avait-il déclaré, rappelant que la décolonisation des esprits devait accompagner celle des structures économiques. Ce volet éducatif incluait également la création d'instituts de recherche économique africains capables de produire des analyses indépendantes et de former une nouvelle génération d'économistes libérés des dogmes imposés par les écoles de pensée occidentales. Il s'agissait, en somme, de reprendre possession non seulement des ressources matérielles mais aussi des outils intellectuels nécessaires à leur gestion souveraine. Cette feuille de route ambitieuse n'était pas un rêve utopique déconnecté des réalités, mais un plan structuré reposant sur des mécanismes économiques précis. Et pour la première fois dans l'histoire récente du continent, l'Afrique en tenait elle-même la plume, définissant ses priorités sans attendre l'approbation des anciennes puissances coloniales ou des institutions financières qu'elle contrôlait. Ce changement de posture fondamentale constituait peut-être la victoire la plus significative du discours de Traoré, non pas tant dans les mesures concrètes qui pourraient en découler, toujours susceptibles d'être entravées par diverses pressions, mais dans la démonstration qu'une autre narration économique était possible. Qu'un autre langage pouvait décrire les relations financières internationales que celui imposé depuis des décennies par les centres de pouvoir traditionnels. Quand Ibrahim Traoré quitta la tribune des Nations Unies ce jour d'octobre 2025, un silence presque sacré enveloppa la salle, ce même silence que la déléguée ghanéenne, témoin privilégié du moment, décrivit plus tard dans ses mémoires comme le souffle de l'histoire quand elle change de direction. Le monde venait d'assister à quelque chose de rare dans les relations internationales contemporaines, un instant où la vérité nu s'imposait sans chercher permission, où la parole d'un petit pays devenait soudain plus puissante que les milliards des grandes puissances. Des semaines plus tard, à Ouagadougou, sur la même place publique où le peuple avait autrefois célébré Thomas Sankara, des milliers de voix scandèrent à l'unisson la phrase devenue emblématique « L'Afrique n'a jamais emprunté la dignité ». Des pancartes brandissaient côte à côte les visages de Sankara et de Traoré, le martyr d'hier et le prophète d'aujourd'hui, symbolisant la continuité d'une même lutte pour l'émancipation économique africaine. Ce n'était plus seulement un discours ni même une doctrine politique, c'était désormais un miroir tendu au monde entier, un rappel puissant que la souveraineté véritable n'est jamais une faveur accordée par d'autres mais une vérité à conquérir et à défendre quotidiennement. Et dans ce miroir, l'Afrique se voyait enfin debout, entière, conscient de sa force retrouvée et de son potentiel immense, parce qu'un homme, un jour d'octobre, avait osé prononcer les mots que d'autres n'osaient plus même rêver. Vous venez de découvrir comment Ibrahim Traoré a osé transformer une simple session technique de l'ONU en procès moral contre tout un système financier, donnant naissance à ce que beaucoup appellent désormais la doctrine Traoré. Son message révolutionnaire, l'Afrique n'a jamais emprunté la dignité, continue de résonner des rues de Ouagadougou jusqu'au marché financier de Wall Street. La question reste entière. Assistons-nous à la naissance d'une véritable alternative africaine au système financier mondial, ou simplement à un moment symbolique sans lendemain? Une chose est certaine, la parole africaine ne sera plus jamais réduite au silence dans les discussions économiques internationales. Merci infiniment pour tous vos commentaires passionnés qui enrichissent notre communauté. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à partager cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles explorations des événements qui redessinent notre monde.